Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session du Printemps de l'économie sur les fragilités économiques de l'Europe. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ce moment, en particulier à l'approche d'une élection cruciale sur cette question. Ces fragilités, on peut en donner un exemple particulièrement visible. L'Europe est tout simplement la région du monde où la croissance est la plus lente. J'ai regardé les chiffres sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est le même résultat quand on compare l'Europe avec les autres continents. C'est le continent où la croissance a été le plus lente. Alors bien sûr, il n'y a pas que le PIB dans la vie, mais c'est même un indicateur qui compte. Je vous rappelle que dans ce pays, on a beaucoup de revendications sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est les revenus. Et le PIB, c'est aussi l'ensemble des revenus qui sont engendrés dans un pays pendant une année. Donc c'est un indicateur qui n'est pas totalement négligeable. Cette situation risque de saper le soutien de la construction européenne. C'est l'une des choses que l'on risque de voir, à mon avis, c'est un risque, qu'on risque de voir lors des élections de juin prochain. Alors pourquoi cette longueur ? On pense tout de suite à la population moins dynamique qu'ailleurs, mais il y a une foule d'autres explications qui viennent à l'esprit dès qu'on parle de cette question-là. Politique monétaire ou budgétaire inadaptée, réglementation étouffante, goût du risque trop faible, circuit financier trop morcelé pour encourager l'innovation. Et qu'est-ce qui vient de la construction communautaire elle-même ? Nous allons débattre de ces questions et voir dans un deuxième temps qu'est-ce qui pourrait mieux marcher, qu'est-ce qui pourrait devenir plus solide face à cette situation de fragilité. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez peut-être les poser au micro, vous pourrez les poser par un numéro de téléphone qui va s'afficher, je pourrai les récupérer ensuite sur mon téléphone qui ne sert qu'à ça. Je dois un mot aux fans d'André Cartapanis, professeur à Aix-Marseille. André est venu à Paris, mais il est cloué ce matin par une maladie qui l'a empêché de venir assister. Et donc nous allons essayer de faire sans lui, même si les questions qu'il devait apporter, les questions financières, sont évidemment essentielles dans ce débat. Je vais donner tout de suite la parole à Patrick Artus, qui est conseiller senior de la banque Natixis, qui a conçu cette session. Patrick, tu as rédigé exactement 1387 notes sur les faiblesses européennes. Et donc, je voudrais que tu nous résumes en 2 minutes 10 ans de travail sur le sujet. Oui, merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Oui, je vais faire plutôt une introduction et puis mes camarades rentreront dans les détails et puis je me déguiserai en André Cartapanis pour parler des aspects financiers. Quand on fait un test statistique extrêmement simple, vous faites des graphiques où vous mettez en abscisse les gains de productivité dans les pays depuis 20 ans, par exemple, hein. Et puis, en ordonnée, vous mettez un certain nombre de variables, et puis vous regardez s'il y a une corrélation significative entre la productivité et ces variables. La productivité, je vous rappelle, c'est la croissance de la production par salarié ou par heure de travail de salarié. Eh bien, vous trouvez un certain nombre de variables qui ont visiblement une très forte corrélation avec la croissance de la productivité. Vous trouvez l'âge moyen des salariés. Plus les salariés sont âgés en moyenne, plus les gains de productivité sont faibles. Vous trouvez le niveau de l'investissement en nouvelles technologies. Vous savez que l'investissement en nouvelles technologies est 1,5 fois plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. Vous trouvez le niveau des dépenses de recherche-développement. Aussi, vous avez 3,5 points du PIB de dépenses de recherche-développement aux États-Unis contre 2 points de PIB en Europe. Vous trouvez les compétences de la population active, hein, mesurées par exemple par l'enquête PIAC de l'OCDE. Et vous trouvez donc cet ensemble de variables qui vous donne des pistes, hein, qui vous dit que la faible croissance européenne, c'est-à-dire la faible croissance de la productivité européenne, est associée à des problèmes de sous-investissement en technologie, à des problèmes de dépenses insuffisantes de recherche, à des problèmes de compétences et au vieillissement démographique. Et alors, on peut avoir d'autres idées qui sont plus difficiles à modéliser. Et par exemple, j'évoquerai l'absence de mobilité des capitaux à l'intérieur de l'Europe, hein, dans un moment. Et puis aussi, évidemment, le problème d'absence de coordination des politiques économiques
qui est très clairement visible quand il s'agit des politiques migratoires, des politiques énergétiques. Il n'y a pas de politique européenne, ou aussi la faible taille des budgets européens, la faible taille du budget de l'UE et même la faible taille des budgets, enfin des budgets d'investissement comme le budget Next Generation EU, hein, qui est théoriquement de 800 milliards d'euros sur plusieurs années, mais en réalité, dont le montant dépensé est plus faible que ça. Donc on a pas mal de pistes, et donc qu'on va creuser ce matin. Et je crois que ces pistes expliquent assez largement l'écart qui est très spectaculaire et d'ailleurs qui montre qu'il se passe quelque chose en 2017. Curieusement, en 2017, la croissance de la productivité aux États-Unis continue sur sa tendance et même accélère, et elle est à peu près de 2% par an. Ça veut dire que depuis 2017, sur les 7 années qui se sont écoulées, les États-Unis ont pu produire 14% de plus, 7 fois 2 que s'il n'y avait pas eu de gain de productivité. Donc ça leur a donné 14% de PIB, 14% à peu près d'emplois de plus que ce qui serait passé en l'absence de gains de productivité, alors que l'Europe cesse brutalement d'avoir des gains de productivité en 2017. Probablement, donc, ce n'est pas lié au Covid, hein, ça se passe bien avant le Covid. Et si vous regardez au cours du temps, même à une productivité qui décroît de plus en plus et qui a décru de plus de 1 point l'année dernière. Donc, je crois que nous avons des pistes que nous allons explorer avec vous ce matin pour expliquer ce décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis sur la productivité et donc sur la croissance. Alors, bien entendu, la croissance n'est pas la seule variable qu'il faut regarder, hein, mais comme dit Jean-Marc, la croissance est à la base, par exemple, des recettes fiscales. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de recettes fiscales en croissance et vous avez difficilement la possibilité de financer les dépenses de transition énergétique, les dépenses de transition environnementale. Donc s'intéresser à la croissance, ce n'est pas honteux et c'est en amont de beaucoup de possibilités de politique économique. Tu as évoqué différents facteurs. Il y en a un certain nombre qui dépendent pas directement, en tout cas, de la construction européenne, hein, de l'Europe elle-même en tant qu'institution. L'âge des salariés, c'est même un effet très indirect. Les compétences, c'est un effet qui n'est pas très direct. Est-ce qu'il y a des choses qui relèvent spécifiquement de la façon dont on a fait l'Europe parmi ses faiblesses ? Je crois que, alors on touche le point dont je voudrais parler un peu plus en avant tout à l'heure, mais je pense que le problème de la construction de la zone euro plutôt que de l'Europe, c'est que c'est une construction qui, à partir de 2018-19, est associée avec l'arrêt de la mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro. Ça, on va y revenir, mais est-ce qu'il n'y a que ça ? Par exemple, tu as commencé à évoquer la politique budgétaire. On a l'impression, si on fait de la comparaison Europe-États-Unis, qu'on a une coordination budgétaire, mais aussi monétaire, qui est dans l'ensemble un policy mix, hein, comme disent les experts, qui est moins favorable à la croissance en Europe. Et c'est lié vraiment là à la construction de la mécanique européenne qu'aux États-Unis. Est-ce que tu partages ce point de vue ou pas ? Moi, je crois que dans une union monétaire, il faut des règles budgétaires. Et donc, on ne peut pas se passer de règles budgétaires. La question, c'est comment vont évoluer les règles budgétaires pour devenir plus intelligentes, en fait, donner la possibilité à l'Europe de faire des dépenses d'investissement plus importantes. Et je crains que l'évolution des règles budgétaires qui se dessine, hein, et qui va être finalisée cette année, n'aille pas suffisamment dans la bonne direction. Il y a une flexibilité qui a été introduite, mais c'est une flexibilité qui est extrêmement encadrée et qui n'est pas centrée centralement, hein, sur la possibilité de faire des dépenses d'investissement supplémentaires. C'est évidemment un point clé. Dorothée Rouzet, vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor, au ministère de l'économie et des finances. Le Trésor, hein, c'est l'endroit où on réfléchit à la stratégie économique de la France. Il y a beaucoup d'économistes qui y travaillent et il y a beaucoup d'études qui en sortent. Il y en a une qui est sortie hier, je crois, sur les questions d'intelligence artificielle, que je vous invite à regarder parce que c'est connexe tout de même au sujet dont on parle. Donc Patrick parlait de productivité. Donc est-ce que pour vous, c'est au cœur du problème et si oui, pourquoi ?
Oui, c'est au cœur du problème. Peut-être parce que si on décortique, en fait, par exemple, le décrochage entre l'Europe et les États-Unis, qui, comme vous l'avez dit, ne date pas d'hier, hein, sur les 20 ou 30 dernières années. En gros, l'Europe fait quasiment 1 point de croissance de moins chaque année que les États-Unis en moyenne. Et donc, si on décortique un peu d'où vient ce différentiel, on parle souvent, effectivement, de démographie. L'Europe a une population moins dynamique. Oui, ça explique une part de l'écart, mais si on prend la croissance du PIB par habitant, on a encore un écart significatif et qui se creuse, puisque le PIB par habitant de l'Europe aujourd'hui, c'est 74% de celui des États-Unis, de l'Union européenne. Il y a 30 ans, c'était plus de 80%. Donc ensuite, on parle parfois aussi de la quantité de travail. Mais en fait, depuis les 20 dernières années, 20-25 dernières années, l'Union européenne a en fait compensé ce différentiel cette démographie moins favorable par le fait qu'il y a plus de gens en âge de travailler qui travaillent en Europe. Enfin, la croissance a été plus forte. Et donc maintenant, ce qu'on appelle le taux d'activité, c'est-à-dire parmi les gens qui sont en âge de travailler, combien sont soit en train de travailler, soit recherchent un emploi, on a augmenté ce taux de 10 points et maintenant il est supérieur à celui des États-Unis et ça a compensé l'effet de la démographie. En revanche, là où le décrochage est vraiment prononcé, c'est celui de la productivité, c'est-à-dire combien de PIB on produit par heure de travail. Et là, le différentiel, il est important et il se creuse année après année. Et si on le lie à quels sont les déterminants, Patrick en a un peu parlé, enfin, aujourd'hui, donc, du coup, la productivité européenne, elle est seulement 80% à peu près de celle des États-Unis. Et c'est lié à un manque d'investissement, d'abord. Il y a 30 ans, le taux d'investissement, si on enlève la construction, l'investissement des entreprises, dans l'Union européenne, il était 20% au-dessus de celui des États-Unis. Aujourd'hui, c'est moins de 80% de celui des États-Unis. Le décrochage, il date vraiment de la crise financière et de la crise de la zone euro, enfin, du début des années 2010, où on investit moins. Il n'est pas en train de se résorber, au contraire, on a beaucoup d'investissements, par exemple dans l'intelligence artificielle, vous en parliez, aux États-Unis aujourd'hui, moins en Europe. Donc il faut aussi veiller à ce que la prochaine vague d'investissement ne laisse pas l'Europe de côté. Et là où on a aussi un décrochage, c'est sur les dépenses de recherche et développement. Patrick a donné les chiffres. Aux États-Unis, c'est environ 3,5% du PIB. Dans l'Union européenne, c'est 2,2%. Et fait marquant, en Chine, ça a beaucoup augmenté, c'est 2,4. Donc même la Chine investit plus en recherche et développement en pourcentage de son PIB que l'Union européenne. Et la différence, elle vient vraiment du côté privé. C'est-à-dire qu'en recherche publique, on fait à peu près autant que les États-Unis. Par contre, en recherche privée, on fait beaucoup moins. Donc là aussi, ça creuse un écart et c'est pas seulement une question de croissance immédiate, c'est plutôt une question de gain de croissance future, de comment on se positionne sur les technologies qui vont faire la compétitivité à l'avenir, qui vont créer de nouveaux produits, de nouveaux services, comment on en définit les normes, etc. Donc comment on se positionne sur les secteurs d'avenir. Donc ensuite, bon, les raisons, j'en vois plusieurs, du côté du manque d'intégration du marché européen. On dit souvent le marché unique, mais le marché n'est pas unique dans toutes les dimensions. Du côté de l'orientation de l'épargne, je pense qu'on en reparlera. Mais effectivement, le cœur du problème, moi, il est dans ces investissements à la fois en capital et en recherche. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que les dernières années ont montré aussi, comme le disait Patrick, un creusement de cet écart de productivité. L'Europe a été plus exposée aux chocs énergétiques, a été plus exposée aussi au ralentissement chinois parce qu'on est une économie qui a un modèle plus ouvert, plus tourné vers l'extérieur que les États-Unis. Donc il faut réagir. Donc, clairement, un point clé, l'investissement, à la fois en quantité et puis aussi en qualité, en orientation. On va continuer avec Stéphane Carcillo. Stéphane, tu es chef de la division emploi et revenu à l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui est le cercle de réflexion des pays avancés et pas uniquement. Tu es aussi professeur à Sciences Po. Alors tu vas nous parler évidemment emploi et formation, mais avant sur les entreprises, l'investissement insuffisant. Il y a des questions de tissu des entreprises qui est aussi de nature différente. Et je voudrais d'abord que tu nous parles un peu de ça. Oui, merci. Alors, moi, je vais vraiment surtout vous parler des questions qui sont liées au marché du travail et aux réglementations. Après, donc, le dynamisme, je le prends du point de vue du dynamisme de l'emploi, hein, bien entendu, mais en fait, c'est quand même très, très lié au dynamisme, évidemment, vous allez le comprendre,
des revenus et de la productivité, évidemment. Alors, sur le marché de l'emploi, ce qui est très frappant en Europe comme aux États-Unis, c'est que la croissance de l'emploi, elle vient pour moitié des jeunes entreprises, des start-up. 50% des nouveaux emplois sont créés par des entreprises qui ont moins de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc un des gros enjeux pour faire croître l'emploi, c'est de faire croître ces entreprises-là et de se poser les questions de pourquoi, dans certains pays, elles croissent peu ou moins qu'ailleurs, pourquoi elles sont moins dynamiques. Donc, quand Emmanuel Macron avait parlé de Startup Nation, il avait été un peu moqué. Il y a un vrai sujet là-dessus. Il ne faut pas s'occuper que de ça, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, il y a un sujet clairement sur ces aspects-là, c'est-à-dire se tourner vers les réglementations qui peuvent freiner la croissance de ces emplois par rapport aux très grosses entreprises ou par rapport aux entreprises très bien établies et anciennes. Alors les startups, ce n'est pas forcément que des petites entreprises, et les petites entreprises ne sont pas toutes des startups, hein, mais il y a cet aspect quand même, grosso modo, de surreprésentation des entreprises relativement jeunes et pas très grandes, mais qui contribuent fortement à la croissance de l'emploi. Donc un des enjeux, c'est de les faire croître et d'aider à leur survie également. Alors, du côté du marché du travail, quels sont les aspects qui peuvent freiner cette croissance ou au contraire la favoriser? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment la question des standards de l'emploi qui s'imposent aux grandes entreprises comme aux petites, hein, c'est-à-dire toutes les réglementations qui encadrent la formation des salaires, les avantages, les conditions de travail, etc. C'est un des éléments importants en Europe par rapport aux États-Unis, c'est que ces standards sont vraiment négociés en Europe, alors selon des modèles différents, mais alors la plupart du temps au niveau sectoriel ou au niveau national, qui a un poids prépondérant par rapport au niveau de l'entreprise. Aux États-Unis, la négociation est vraiment totalement décentralisée. En Europe, la négociation des salaires et des conditions de travail, c'est quelque chose qui se fait au niveau du secteur, voire au niveau national. Et un des gros enjeux de ces négociations, pour qu'elles soient favorables à la croissance de l'emploi et à la croissance tout court, c'est qu'elles soient bien coordonnées entre le niveau national, le niveau sectoriel et le niveau de l'entreprise. Et donc un des phénomènes qu'on voit, c'est que dans pas mal de pays européens, notamment les pays du sud de l'Europe, il n'y a pas suffisamment il y a beaucoup de concentration des négociations au niveau sectoriel, mais pas beaucoup de décentralisation des négociations, c'est-à-dire des marges de manœuvre laissées par les négociateurs au niveau du secteur aux entreprises et aussi aux syndicats au niveau des entreprises pour adapter les règles aux conditions du marché, aux conditions du marché du travail ou du marché des biens et services qui sont les leurs au niveau local. Donc ça, c'est un des gros enjeux, ne pas imposer la même toise absolument à toutes les entreprises, être capable de différencier ces conditions selon la taille et l'âge des entreprises, parce qu'elles ne sont pas toutes capables d'appliquer des règles qui ont souvent été négociées par des grosses entreprises ou des syndicats représentatifs au niveau national. Voilà, donc ça c'est un des gros, je pense, vraiment un des gros enjeux. Le deuxième enjeu important... Juste là-dessus, dimension française, hein, c'est un point technique mais crucial, c'est l'extension des accords collectifs de branche à l'ensemble des entreprises. Voilà, un petit clignotant. Bien sûr, donc il y a des pays qui ont essayé de régler ce problème en conditionnant l'extension des accords sectoriels à une plus forte représentativité des signataires, y compris des entreprises. C'est le cas notamment de l'Espagne. Certains pays ont des extensions automatiques, dont la France. C'est la raison pour laquelle en France, on a à la fois un taux de syndicalisation très très bas, mais un taux de couverture des salariés par les conventions négociées de 100%, pratiquement. Et donc dans ce cadre-là, un des enjeux, c'est non pas d'arrêter l'extension ou non pas de faire moins de protection, mais de conditionner l'extension au fait que les conventions collectives prévoient des dispositions spécifiques pour les jeunes entreprises ou pour les petites entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui en France n'a pas marché jusqu'à présent. Donc c'est une réforme qui a complètement, qui n'a pas du tout fonctionné. On n'a pas trouvé la voie de passage pour adapter ces conditions. Il y a un autre aspect du marché du travail qui est important pour les entreprises, pour leur permettre de croître et notamment de faire croître leur productivité, c'est la protection de l'emploi. Donc la protection de l'emploi, c'est toutes les règles qui encadrent la fin des contrats de travail.
à la fois les CDD, mais aussi les CDI en France. Et un des gros enjeux pour les entreprises, alors la protection de l'emploi, elle a des effets assez ambigus sur le niveau de l'emploi et sur le chômage, parce qu'une protection de l'emploi très forte, ça diminue à la fois les destructions d'emplois, mais ça diminue aussi les créations d'emplois. Et à l'inverse, quand on a moins de protection de l'emploi, on va stimuler les destructions et stimuler les créations avec un effet net sur l'emploi qui est relativement incertain. En revanche, toutes les études, à la fois qu'elles soient macro et microéconomiques, montrent que la protection de l'emploi, si elle est trop stricte, a un effet non ambigu sur la productivité, ça la baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça freine les réallocations d'emplois. Il y a moins de turnover, moins de destruction et moins de création, et donc ça laisse moins de marge de manœuvre aux entreprises pour s'adapter aux nouvelles technologies, les adopter. Une entreprise qui adopte une nouvelle technologie, qui change ses machines, qui change ses logiciels, elle a souvent évidemment besoin de former sa main-d'œuvre, c'est clair, mais très souvent elle a aussi besoin de recruter des nouvelles personnes et de se séparer de certaines. Et donc c'est absolument essentiel de pouvoir accompagner cette adoption des nouvelles technologies dont on parlait. Et pour ça, il faut des règles de protection de l'emploi qui soient suffisamment fortes pour protéger les salariés de tout ce dont on veut les protéger, le licenciement abusif, des licenciements qui ne sont pas très efficaces parce que les entreprises font face à une variation très courte, très temporaire de leurs demandes, mais qui soit suffisamment flexible pour les laisser s'adapter rapidement lorsqu'elles veulent se restructurer. Donc il faut trouver un bon équilibre, et de ce point de vue, là aussi, il y a pas mal d'hétérogénéité entre les pays européens, mais comme grosso modo, l'Europe est quand même nettement plus stricte que les États-Unis, et au sein de l'Europe, les pays du sud de l'Europe, dont la France, ont une protection de l'emploi en général beaucoup plus forte, qui peut freiner l'adoption de nouvelles technologies. Alors, il y a eu des réformes en France, notamment la loi El Khomri, la loi travail, qui a mieux défini ce que c'était qu'un licenciement économique, parce que la France vivait dans une sorte de grandes incertitudes sur ce qu'on voulait dire par licenciement économique. Il y a eu le barème Macron qui a essayé d'encadrer le coût des licenciements pour les entreprises, avec des conséquences qui sont encore un peu incertaines, mais je crois surtout qu'il faut essayer de faire en sorte que les entreprises puissent utiliser plus simplement le CDI et se tournent moins systématiquement vers le CDD pour pouvoir finalement recruter les bons profils. Donc, niveau de la négociation, qui n'est pas toujours très adapté pour être vraiment efficace, protection de l'emploi, et Patrick parlait des compétences. Alors oui, alors si on se tourne vers les compétences, c'est vraiment un des gros enjeux, je pense, européens. Je suis complètement d'accord avec Patrick sur ce sujet. Donc à l'OCDE, on mesure les compétences des jeunes. Vous savez, à 15 ans, c'est l'étude PISA dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis on mesure aussi les compétences des adultes depuis quelques années. C'est l'étude PIAC dont les résultats de 2024 vont sortir d'ici à la fin de l'année. Là aussi, on a un sujet dans les compétences des adultes. Alors, il faut le dire, beaucoup d'hétérogénéité au sein de l'Europe. Les pays du nord de l'Europe ont des compétences des adultes qui sont assez bonnes. Les pays nordiques, mais aussi les Pays-Bas. Là, les compétences des adultes sont au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Les pays du sud de l'Europe, dont la France, les compétences des adultes sont relativement faibles, et en particulier pour les seniors, pour les personnes qui ont plus de 50 ans. En fait, c'est un peu comme si on avait eu une sorte de retard dans la formation, notamment des différentes générations. Les personnes qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, qui ont été formées dans les années 70, 80, en fait, étaient nettement moins bien formées dans certains pays que dans d'autres, avec des niveaux de formation initiale et ensuite des niveaux de formation tout au long de la vie qui étaient nettement inférieurs, et en fait on traîne ce retard. Alors ça, c'est évidemment très très important pour l'adoption des nouvelles technologies, parce que il faut pouvoir trouver la main-d'œuvre qui soit capable de résoudre des problèmes en utilisant des logiciels, en utilisant des ordinateurs. Il faut, quand on se tourne vers une économie où on essaie d'apporter des services différenciés, des personnes qui sont capables d'interagir avec les autres, d'avoir des compétences interpersonnelles fortes. Et quand on a passé, c'est vrai, on n'a pas un très gros niveau de diplôme et qu'on a passé toute sa vie dans une entreprise où on n'a pas été beaucoup formé et on a été pas tellement tourné vers l'investissement, vers les nouvelles technologies, c'est dur d'opérer ce changement. Et donc je crois que c'est un des gros enjeux. Malheureusement, quand on regarde PISA, c'est-à-dire quand on se
tourne vers PISA aujourd'hui, on pourrait se dire, pour les nouvelles générations, c'est moins le cas. C'est vrai que pour les nouvelles générations, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, l'écart avec le reste du nord de l'Europe est un peu moins fort. Mais malheureusement, ces pays sont aussi moins forts dans les résultats PISA, ce qui veut dire qu'ils resteront quand même en deçà dans les années qui viennent au niveau des compétences des adultes parce qu'ils n'arrivent toujours pas à former suffisamment bien les jeunes. Donc, premier bloc de faiblesse identifié sur l'investissement. Deuxième bloc sur les questions d'emploi et de formation. Au-delà, il y a une question d'argent pour financer de la formation, pour financer aussi de nouveaux équipements. Est-ce que là aussi, il y a une vraie faiblesse française? Et donc là, je me tourne vers André Patrick. Oui, donc je crois qu'il y a deux faiblesses européennes ou françaises. La première, c'est les sommes qui sont disponibles pour financer les entreprises nouvelles dont parlait Stéphane. Regardez que la plus grosse start-up française, c'est Doctolib. Doctolib a 7 milliards d'euros de capitalisation boursière. Nvidia aux États-Unis doit tourner autour de 1000 milliards de dollars. Donc on a une différence de taille absolument colossale entre le montant des fonds qui peuvent être levés pour financer des entreprises nouvelles en développement rapide entre l'Europe et les États-Unis. Et ça a rapport avec la structure de l'épargne. Les Européens ont une demande d'épargne extraordinairement sûre. Il y a une demande d'épargne sans risque. Les produits d'épargne les plus populaires en Europe, c'est l'assurance vie, c'est les livrets bancaires. Et aux États-Unis, le produit d'épargne le plus populaire, c'est les actions. La capitalisation boursière des États-Unis, c'est 3 fois la capitalisation boursière de l'Europe. Et donc, il y a un problème de culture financière et de coût du risque. Et donc, je crois qu'il va falloir quand même que l'Europe fasse un effort. Alors, pour l'instant, si on veut financer des investissements risqués en Europe, on doit les intermédier, c'est-à-dire que les épargnants épargnent dans des produits sans risque et les intermédiaires financiers doivent prendre du risque à la place des épargnants. Et ça se heurte aussi à la régulation financière, puisque le superviseur des banques ou des compagnies d'assurance n'aime pas que les institutions qui supervisent prennent trop de risques. Et donc il y a des règles prudentielles des banques et des assurances qui limitent la capacité de risque même que ces intermédiaires financiers peuvent prendre. Et donc on empile en Europe des épargnants qui préfèrent des actifs financiers peu risqués et une réglementation financière avec un régulateur qui implicitement préfère que les gens qui supervisent investissent dans des produits pas trop risqués pour préserver l'épargne des épargnants. Donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est le fait qu'il n'y a pas de mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro. La zone euro a à peu près aujourd'hui 3 points de PIB d'excédent de sa balance courante. Et ces 3 points de PIB d'excédent de la balance courante, ça veut dire que la zone euro prête 3 points de PIB de son épargne au reste du monde. Et ce sont 2 pays de la zone euro qui réalisent à peu près la totalité de ces transferts d'épargne, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Allemagne a 7 points de PIB d'excédent de sa balance courante et les Pays-Bas ont 11 points de PIB d'excédent de leur balance courante. Jusqu'en 2008, cette épargne était investie à l'intérieur de la zone euro. Il y avait des excédents énormes de l'Allemagne et des Pays-Bas, mais des déficits des autres pays qui absorbaient l'excédent d'épargne de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et ça, c'était extrêmement favorable à la croissance de la zone euro, parce que, comme il doit être le cas normalement dans une union monétaire, l'épargne circulait des pays qui avaient trop d'épargne vers des pays qui en manquaient pour réaliser des investissements. À partir de la crise des subprimes de 2008-2009, les pays à excédent d'épargne préfèrent investir dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis. Il y a un chiffre qui est impressionnant. Les grandes entreprises allemandes, l'année dernière, ont fait 125 milliards d'euros d'investissement direct aux États-Unis, attirés par le dynamisme des États-Unis, par les politiques économiques favorables à l'investissement aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que
nous pourrions utiliser ces 3 points de PIB d'épargne pour faire des investissements dans la zone euro. 3 points de PIB, c'est à peu près les besoins d'investissement de la transition énergétique, quoi, je dirais. Et donc, il y a un objectif de politique économique européen qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de garder nos excédents d'épargne pour financer des projets européens. Et ça veut dire rétablir la mobilité des capitaux. Et alors, annexement, les gouvernements et les banques centrales, en réalité, ne sont pas favorables à la mobilité des capitaux. Il y a des règles qui s'imposent, par exemple, aux banques européennes. Si une banque est pan-européenne, c'est-à-dire qu'elle travaille dans plusieurs pays européens, elle ne peut pas transférer par exemple, des dépôts qu'elle a levés dans un pays pour financer des crédits dans un autre pays. C'est interdit par la régulation bancaire c'est même pas une régulation, c'est une pratique bancaire. Et donc les banques c'est une pratique qui est tirée des périodes de crise où c'était important de garder la liquidité à la maison, quoi, je dirais, de ne pas perdre de la liquidité. Et donc il y a beaucoup à faire pour restaurer la mobilité des capitaux entre les pays européens. Et sans cette restauration de la mobilité des capitaux entre les pays européens, il n'y aura pas de financement de la croissance, puisque il manque cet argent qui part à l'étranger et qui financerait des projets efficaces à l'intérieur de la zone euro. Donc, chaque année, donc on n'investit pas assez en Europe. Chaque année, il y a des centaines de milliards d'euros, de dollars qui partent de l'Europe vers le reste du monde pour financer des investissements ailleurs, alors qu'on n'en a pas assez chez nous, hein, c'est ce que tu nous dis. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Hein. Là, c'est vraiment un problème dans la construction, c'est qu'on ne va pas assez loin pour avoir cette mobilité. Dorothée, est-ce que vous partagez ce diagnostic d'une épargne qui ne va pas là où elle devrait aller ? Oui, sur beaucoup de points. Enfin, je disais tout à l'heure, on n'a pas assez d'investissement en Europe. On a en particulier aussi, sur le sujet de croissance des jeunes entreprises, pas assez de financement, pas tant au premier stade de croissance d'une entreprise, d'une start-up, etc., mais que quand elle cherche à vraiment grossir, souvent elle va chercher ses financements sur le marché américain. Et à côté de ça, on a en fait beaucoup d'épargne en Europe, puisque l'épargne privée en Europe, c'est 35 000 milliards d'euros à peu près. Donc on a un gros stock d'épargne, mais par contre, je dirais, l'épargne et la demande d'investissement ne se rencontrent pas vraiment. Alors pourquoi effectivement, je pense qu'il y a une question de goût du risque. Hein. L'épargne, elle n'est pas très orientée vers la prise de risque en Europe. Il y en a un tiers qui sont sur des dépôts. Dans le reste, il y a beaucoup de produits assez sûrs. Et du coup, pour la croissance des entreprises les plus innovantes, les investissements les plus risqués, c'est pas très adapté. Les entreprises, elles ont un modèle de financement qui passe beaucoup par les banques en Europe, qui passe beaucoup plus par le marché aux États-Unis. Et le marché, c'est typiquement des acteurs comme le capital risque, etc., qui ont dans leur modèle de prendre beaucoup de risques, de financer des entreprises avec beaucoup de risques dans leurs investissements, mais beaucoup de potentiel aussi. Donc 9 fois sur 10, on perd sa mise, mais la 10e fois, on gagne le jackpot, si je simplifie. Et ce modèle-là, il n'est pas assez développé en Europe. Et malheureusement, c'est un peu le modèle qu'il faut pour des investissements, notamment dans les technologies vertes, dans la transition écologique, dans les nouvelles technologies type IA, etc. Donc, en fait, quand on met tout ça ensemble... Et ne serait-ce que pour la transition écologique et numérique, on estime qu'on a besoin au niveau européen d'environ 800 milliards d'euros chaque année d'investissements supplémentaires dans la prochaine décennie. Donc cet argent, alors en partie, il peut venir du budget public, mais en partie seulement. Je pense, on a peut-être un point de désaccord avec Patrick, que bon, la nouvelle réforme des règles budgétaires européennes va dans le bon sens parce qu'elle fait quand même de la place pour ce genre d'investissement. On a eu le plan de relance européen qui permet aussi de financer un certain nombre de ces investissements, mais qui arrive à échéance en 2026, donc il faut aussi se poser la question de l'après. Mais une grande partie de ces investissements vont devoir venir en fait de financement privé. Et donc la question, c'est comment on fait se rencontrer cette épargne qui n'est pas assez risquée, et quand elle est risquée, a tendance à aller se placer plutôt aux États-Unis, et ses besoins d'investissement. Et là, je partage aussi un peu le diagnostic que c'est aussi un manque d'intégration européenne. C'est le marché des capitaux européen qui n'est pas encore unifié. Donc il y a beaucoup de travaux en cours, ça fait longtemps, mais là ça prend quand même plus de dynamique ces temps-ci sur ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. L'idée, c'est d'avoir un marché des capitaux plus intégré au niveau européen,
du coup plus profond, plus liquide, qui permet d'avoir des acteurs qui sont plus gros, des fonds qui sont plus gros, qui vont pouvoir investir davantage dans des entreprises qui ont vraiment besoin de croître, et inversement aussi de proposer aux épargnants européens plus de diversité dans leurs produits d'épargne, pour ceux qui veulent prendre des risques, de pouvoir placer leur épargne risquée en Europe et pas forcément aux États-Unis. Donc je pense voilà, ce projet d'union des marchés de capitaux, dont le nom peut avoir l'air un peu techno et jargonneux et technique, en fait il est assez important parce qu'il s'agit du financement de l'innovation, du financement des PME, et de faire en sorte que effectivement l'épargne européenne puisse financer les investissements dont on a besoin. Alors vous le disiez, on en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qui bloque? Alors Patrick a commencé à évoquer des problèmes culturels et puis la volonté de chaque pays, qui est une volonté très ancienne mais qui maintenant ne correspond peut-être plus aux réalités d'aujourd'hui, de vouloir garder l'argent à la maison, ou l'or avant, hein, mais c'était le même réflexe. Au-delà de ça, qu'est-ce qui explique? Où est-ce que ça bloque? En fait, alors je pense que ça avance quand même dans les propositions, mais il y a, forcément, on est 27 pays dans l'Union européenne, donc ça avance pas toujours très vite de prendre des décisions ensemble. Il y a peut-être la volonté de garder l'argent à la maison, il y a aussi la volonté de garder le contrôle, c'est-à-dire que si on parle de marché des capitaux unifiés, ça veut dire qu'on veut vraiment des acteurs européens de l'investissement, qui ne soient pas soumis à 27 régimes de régulation et supervision un peu différents, avec des règles et des interprétations un peu différentes. Donc il faut aussi que les pays s'entendent pour dire qui va réguler qui, comment on fait. Après, il y a plein d'aspects. Il y a aussi, on peut envisager de créer, par exemple, des produits d'épargne. Alors chacun on a probablement tous des livrets A, donc qui ne vont pas beaucoup vers l'économie productive, mais d'autres produits d'épargne, mais en fait c'est très français. Si vous avez un PEA, c'est un produit français. Si vous avez une assurance vie, et on peut imaginer de créer des produits en fait qui soient transeuropéens, qui soient offerts dans toute l'Europe et qui permettront aussi du coup à ceux qui les gèrent, aux intermédiaires, de financer des projets dans toute l'Europe, et donc aux entreprises en face de trouver des gens qui soient capables de mettre des plus gros montants quand elles ont besoin de croître. On peut imaginer, ça montre qu'il y a encore même un petit peu de travail. Il y a du travail, mais ça s'accélère. En la matière. Alors je vous rappelle que si vous êtes au Conseil économique, social et environnemental, dans cette belle salle, ou si vous nous écoutez ou regardez de Bruxelles, de Nancy, de Passy-Saint-Honoré, de Guyane, d'Abidjan, vous pouvez poser vos questions et je les prendrai. Vous nous avez décrit donc une situation qui est compliquée, hein, avec des faiblesses qui sont dans beaucoup de domaines, donc investissement, tissu d'entreprise, formation, compétences, finances. Qu'est-ce qui pourrait changer et qu'est-ce qui relève dans ces changements de l'échelon européen? C'est-à-dire, donc, on est sur les faiblesses de l'Europe, on a des faiblesses qui sont spécifiques à chaque pays, mais il y a aussi des faiblesses qui nous sont communes. Est-ce qu'on peut avancer ensemble sur ces questions? Stéphane, qu'est-ce qui, pour toi, où est-ce qu'on pourrait avancer? Où est-ce que ça serait le plus facile d'avancer? Alors, au niveau européen, je pense qu'il y a déjà eu des initiatives, notamment en matière de formation. On pensait à la garantie jeune. C'était la Youth Guarantee, c'est un programme au départ européen, hein, qui part d'un modèle au départ qui était d'ailleurs britannique et qui a été ensuite étendu à l'aide finalement de fonds européens qui ont permis de lancer des initiatives de garantie jeune ou de mise en œuvre de programmes similaires dans les différents pays. Et ce qui est très important, qu'est-ce que c'est cette garantie jeune? La garantie jeune, c'est la garantie pour un jeune d'avoir une formation qualifiante. Alors ça a pris des formes très différentes selon les pays. Il y a des pays où ça prend la forme d'une garantie d'apprentissage, d'autres où ça prend la forme d'écoles de la deuxième chance, etc. Mais ça a été mis en place dans énormément de pays grâce à une initiative européenne qui a apporté les fonds nécessaires au départ pour lancer les initiatives. Donc on peut tout à fait prévoir des modèles comme ça, européens, de formation, y compris de formation des adultes dans des domaines ou pour des métiers qui sont porteurs. Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance de l'emploi se fait dans des métiers où il faut des compétences importantes pour les adultes. Les métiers dans lesquels on n'a besoin d'aucune compétence sont soit stagnants, soit déclinants aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important pour les entreprises, mais aussi pour les populations, d'avoir accès à ces formations. C'est une garantie de croissance de salaire, c'est la garantie d'un meilleur niveau de vie.
Et donc, on peut imaginer des financements européens sur des compétences clés pour les adultes ou sur des métiers importants dans lesquels on rencontre énormément de difficultés de recrutement. Aujourd'hui, la situation est un peu paradoxale en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays européens. L'économie est un peu atone en ce moment, mais le marché du travail demeure extrêmement tendu avec énormément de métiers dans lesquels on ne trouve pas de main-d'œuvre. Et le plus souvent, ce n'est pas parce que les salariés se sont retirés du marché du travail, comme l'a dit Dorothée, c'est essentiellement parce que on ne trouve pas les personnes qui ont les bonnes compétences au bon endroit. Et donc ce problème est vraiment absolument essentiel. Et c'est pas seulement dans le numérique, hein, ou ça peut être aussi, notamment tous les métiers de la transition énergétique et écologique. C'est l'une des raisons, peut-être la raison majeure pour laquelle cette transition ne va pas assez vite, c'est parce qu'on manque de compétences là-dessus. Exactement. Sur les métiers de la transition écologique, c'est souvent, en particulier par exemple des métiers dans la construction, mais qui doivent maîtriser des technologies nouvelles d'isolation des bâtiments, ou des méthodes nouvelles d'isolation de toutes les fenêtres, de poser de nouvelles normes de fenêtres, etc. Donc il y a énormément potentiellement de goulot d'étranglement. C'est penser par exemple à toutes les nouvelles technologies de chauffage, les pompes à chaleur. Donc il y a effectivement toute cette chaîne de nouvelles technologies qui doivent être maîtrisées et pour lesquelles on ne trouve pas suffisamment de personnes. Alors c'est le cas dans la construction, c'est le cas dans le secteur évidemment énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, il est tout à fait possible de faire la transition entre les anciennes technologies et les nouvelles technologies avec un peu de formation. Ces métiers ne sont pas si éloignés, mais un des gros enjeux, c'est aujourd'hui d'arriver à faire passer les personnes qui sont avec relativement peu de formation ou pas du tout les bonnes compétences vers ces nouveaux métiers. Quelqu'un qui est déjà dans la construction, on va pouvoir, avec des programmes, le faire passer sur les nouvelles normes. C'est possible. Quelqu'un qui travaille dans le secteur manufacturier avec des usines qui ferment, le faire passer dans le métier de la construction ou dans l'éolien, ça risque d'être plus compliqué, plus difficile, à la fois pour des raisons de compétences, que les formations sont plus lourdes, donc ça nécessite plus d'argent, et aussi pour des questions de mobilité. Parce que les nouveaux emplois ne sont pas nécessairement au même endroit que les anciens dans le cadre de la transition écologique que vous mentionnez. Et un dernier aspect dans cette transition écologique, c'est que souvent on part de métiers très bien payés dans des très grosses entreprises et on va avoir trouvé un job dans une petite PME qui fait de la rénovation énergétique où en général les salaires sont plus faibles. Ça, c'est un autre frein important à ces investissements et à cette transition. Évidemment. Dorothée, qu'est-ce qui peut permettre d'avancer? Qu'est-ce qui peut permettre de faire que ces faiblesses deviennent moins importantes en Europe? Alors, oui, il y a beaucoup d'aspects qui ont été mentionnés depuis le début de la session. Donc, effectivement, sur les questions d'emploi et de compétences, je suis largement d'accord avec Stéphane. Je vais peut-être en rajouter deux sujets qui sont plus au niveau européen et dont on n'a pas encore parlé. Il y en a un, alors ça vaut pour le côté français comme pour le côté européen. C'est la question de la simplification. Quand on parle d'investissement, il y a des freins financiers, mais il y en a d'autres aussi. On est globalement très fort en Europe pour produire des normes. Ensuite, là, on arrive aussi au moment où, par exemple, sur la transition écologique, on est plutôt dans une phase de mise en œuvre, de clarification, et je pense que c'est presque plus ça la priorité des prochaines années. Sur beaucoup d'autres aspects, les entreprises sont assez demandeuses de simplification au niveau national, et il y a un projet en cours, notamment côté français, mais aussi au niveau européen, à la fois sur ce qui est imposé au niveau communautaire et sur le fait d'avoir 27 régimes différents quand elles essayent, alors pas seulement de se financer, mais aussi simplement d'avoir une activité dans les différents pays. Et sur le plan du marché unique, j'ajouterais aussi deux autres domaines qui sont pas complètement intégrés et qui sont importants en termes de compétitivité. Il y en a un, c'est les services. Les biens circulent très bien au sein de l'Union. Les services, pas plus entre deux pays de l'Union européenne qu'entre l'Union européenne et un pays extra-Union européenne.
Alors c'est plus difficile parce que les barrières, c'est pas comme des droits de douane, hein, c'est des réglementations qui souvent poursuivent le même objectif mais de manière un peu différente. Donc une entreprise qui veut avoir une activité dans différents pays, elle doit comprendre les règles et ça crée des barrières à l'entrée. Et ce que ça crée concrètement, ça veut dire qu'on manque un peu d'échelle dans un certain nombre de secteurs. Donc aussi, quand elles veulent, souvent, c'est quand même plus facile d'exporter d'abord au sein de l'Union européenne avant de se lancer ailleurs. Mais si on n'arrive pas à atteindre cette taille critique, c'est aussi un obstacle à la compétitivité. Donc du côté des services, ou peut-être de certains services, de certains paquets de services, il y a des choses à regarder, notamment ceux qui sont liés à la transition écologique et dont on va avoir vraiment besoin. Et puis le dernier, c'est le marché de l'énergie. Là aussi, c'est plutôt, dans les dernières années, un handicap pour l'Europe en termes de compétitivité, d'avoir eu la crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En France, on a plutôt normalement une énergie assez fiable, décarbonée et pas très chère avec le nucléaire. Mais on a besoin aussi du marché européen pour, je dirais, lisser les pics et les creux. Et là aussi, l'intégration du marché européen permet de garantir au continent dans son ensemble un prix de l'énergie plus bas et plus fiable. Sur la question des services, on entend parfois des entreprises qui naissent dans un pays européen et qui vont ensuite aux États-Unis parce qu'elles disent « pour croître, j'irai beaucoup plus vite aux États-Unis que si j'essaie de me développer dans les 26 autres États de l'Union ». Donc c'est vrai qu'il y a là une dimension qui est tout à fait importante. Là encore, c'est sans doute la faute à pas assez d'Europe. Il y a une première question qui est arrivée, que je vais donc prendre. Hop. De Diego Marchand, qui est « Comment est-ce qu'on pourrait concilier les règles budgétaires de la zone euro pour garantir l'hétérogénéité des économies et la possibilité des pays d'investir ?» Vous avez commencé à effleurer le sujet tout à l'heure. Dorothée, Patrick ? Oui, je pense qu'il y a forcément une tension parce que quand on a une monnaie unique, on a besoin de règles communes, de règles budgétaires communes. Et je dirais la critique des règles budgétaires anciennes, c'était, il y avait beaucoup de critiques, mais une en particulier, c'était ce côté très uniforme pour des pays ayant des situations à la fois économiques et en termes d'endettement, etc., très différentes, qui ne marchaient pas. Donc dans la réforme des règles qui va rentrer en vigueur, on a quand même cette notion à la fois de différenciation et d'investissement. Ça fait partie des choses que la France a d'ailleurs beaucoup poussées. Différenciation parce que chaque pays va en fait pouvoir proposer sa propre trajectoire, je dirais, si on part de déficit élevé, d'assainissement, avec son propre rythme, et décider est-ce que je veux réduire mon déficit plus vite, mais je m'engage à faire des réformes et des investissements qui vont dans le sens de la croissance de long terme, de la soutenabilité, des investissements dans mon potentiel futur. Et dans ce cas-là, je pourrais aller un peu moins vite. Et donc ça, c'est un peu le cœur de la réforme des règles qui va entrer en vigueur vraiment pour l'année prochaine. C'est d'avoir cet équilibre entre, donc ça, on appelle les règles pacte de stabilité et de croissance. On avait beaucoup d'accent sur la stabilité, pas beaucoup sur la croissance avant. Et d'avoir un peu cet équilibre entre, oui, il faut, dans une union monétaire, on ne peut pas avoir des finances publiques complètement divergentes et avoir des déficits trop élevés parce que ça pèse sur les autres et sur la monnaie commune. Mais inversement, si on investit trop peu, on handicape le futur et il faut aussi la place pour investir davantage. Donc c'est cet équilibre qui a été recherché. Le texte final, c'est un compromis, donc forcément certains trouveront que ça va trop loin, d'autres que ça va pas assez loin. Mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect de différenciation et d'investissement qui a été introduit et qui n'était pas là avant. Patrick ? Oui, enfin, je suis plus pessimiste puisque il reste une règle qui est une règle que les pays qui ont un taux d'endettement public supérieur à 90% doivent réduire ce taux d'endettement public de 1 point par an. Et donc, si je prends le cas français, ça veut dire que la France devra passer d'un déficit primaire du budget, c'est-à-dire un déficit hors paiement d'intérêt sur la dette de 3 points de PIB, à un excédent primaire du budget d'à peu près 1 point de PIB. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réduise nos dépenses publiques de 4 points de PIB.
Et donc, c'est incompatible avec la réalisation de tous les objectifs de transition énergétique, de transition écologique, de maintien de la biodiversité, etc. Donc, je crois qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin sur la possibilité de faire des dépenses qui seront productives à long terme. Hein. Et alors, Dorothée a raison, c'est un peu technique, mais on a 4 ans normalement pour mettre son budget en conformité avec les règles européennes, et ces 4 ans passent à 7 ans si on fait suffisamment d'investissements qui améliorent la croissance, qui améliorent la soutenabilité de la dette. Enfin, c'est très marginal. Le fond, c'est qu'on reste une Europe dominée par l'idéologie allemande. Et d'ailleurs, les Allemands, vous savez que 65% des Allemands appellent la règle qui s'appelle le frein à la dette en Allemagne et qui impose un déficit public de moins de 0,35% du PIB. Donc on va vers une accentuation, je crois, de l'écart entre la politique budgétaire des États-Unis et la politique budgétaire de l'Europe. Et à nouveau, si on fait les bonnes dépenses, et si on fait des dépenses qui seront productives à terme, je pense qu'on peut expliquer au marché financier que ce sont ces bonnes dépenses et que ce ne sont pas des dépenses qui mettront à terme la soutenabilité de la dette en danger. Mais on n'a pas assez exploré cette piste-là, je crois. Donc là, il y a une vraie question européenne et qui doit être réglée au niveau européen. Dorothée a commencé tout à l'heure à parler du thème de l'énergie on entend parfois des experts qui nous expliquent que le faible coût de l'énergie, c'était finalement le principal avantage compétitif de l'Europe et que cet avantage semble définitivement perdu depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Oui, alors bon, on n'a pas discuté des avantages comparatifs de l'Europe. Bon, le pétrole, nous le payons à peu près au même prix dans le monde entier, à part les gens qui achètent du pétrole russe et qui le payent $25 le baril de moins. Sont les Indiens et les Chinois essentiellement, mais c'est le problème du gaz. Hein. Le gaz naturel coûte à peu près 4 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis, puisque en Europe, il faut liquéfier du gaz américain, essentiellement du gaz américain, du gaz norvégien, du gaz qatari, liquéfier, le mettre dans un méthanier et puis le regazéifier à l'arrivée, et que le transport et de ces opérations de liquéfaction, gazéification sont extrêmement coûteuses. Ce n'était pas le cas avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisqu'à ce moment-là, le gaz russe arrivait par des tuyaux, donc il n'y avait pas toutes ces opérations. Et il n'y avait pas d'opération de gazification ou de dégasification. Donc on a un handicap sur l'énergie qui est à peu près un rapport de prix de 4-1. Et donc, par exemple, la chimie européenne se déplace massivement aux États-Unis. On a vu les chimistes allemands en particulier faire des annonces qu'ils renonçaient à certains investissements en Europe et qu'ils allaient les remplacer par des investissements aux États-Unis. Bon, je crois que ce désavantage comparatif de l'Europe ne disparaîtra qu'avec le gaz naturel. Et donc, on parle dans 30 ans ou 40 ans, quand on aura remplacé le gaz naturel par des énergies renouvelables. Mais pendant une assez longue période de temps, on va avoir un désavantage en termes de coût de l'énergie. Donc ça, c'est une faiblesse qui est là pour durer jusqu'à ce qu'on ait vraiment fait cette transition énergétique. Dorothée, sur cette question de l'énergie? Oui, alors je pense, sur le gaz, de toute façon, en Europe, on ne produit pas de gaz. Donc là-dessus, je dirais, la seule réponse possible, c'est d'essayer d'en utiliser moins et d'aller plus vite vers l'électrification. Je pense que dans l'énergie, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a aussi l'électricité. Et on a plus de marge sur l'électricité. Il y a certains pays, notamment du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, ont en ce moment un prix de l'électricité qui est extrêmement bas parce qu'ils ont des renouvelables et beaucoup de soleil, pour faire simple. Donc en France, on a connu des difficultés avec le nucléaire au mauvais moment en 2022, mais ça s'est largement résorbé aujourd'hui. Et même s'il y a beaucoup d'investissements à faire pour le renouvellement du parc, ça reste une source d'énergie qui est stable et dont le coût est maîtrisé à côté. Donc il y a plus de marge du côté de l'électricité. Ensuite, si on veut une touche d'optimisme, on a vu dans les crises des dernières années que finalement les entreprises et les ménages européens étaient meilleurs pour s'adapter que ce qu'on aurait pu croire.
Les entreprises ont pas mal adapté déjà leurs processus. Alors celles qui sont les plus intensives en énergie, elles n'ont pas eu beaucoup de choix, mais beaucoup ont adapté quand même leur processus pour consommer moins d'énergie, pour adapter leur mode de production. Et parfois, on sait bien faire avec la contrainte. On peut se dire, en fait, ce qui est de fait un handicap aujourd'hui peut aussi pousser à plus, si on résout d'autres problèmes dont on a parlé d'investissement, mais à plus d'innovation dans les technologies vertes. On est pas mal positionné dans les investissements sur l'hydrogène bas carbone. Et donc, en fait, se dire, de cette contrainte, si on y met les moyens, on peut aussi créer un leadership sur certaines technologies vertes qui vont ensuite servir au reste du monde. Mais comme on est plutôt plus en avance sur la transition écologique, on peut aussi être plus en avance sur les technologies qui nous permettent de surmonter l'obstacle, pour une touche d'espoir. Alors c'est bien de terminer ces échanges par des signes d'espoir. Stéphane, tes signes d'espoir, tu as dit que l'écart entre le niveau de formation entre sud et nord de l'Europe était peut-être en train de se résorber. Est-ce que tu vois d'autres signes d'espoir sur le versant formation et emploi ? Oui, je pense que en tous les cas, les systèmes de formation en Europe sont en train de se réformer. Il y a eu une énorme réforme en France, je pense, qui va porter ses fruits. Dans d'autres pays, on voit aussi des efforts importants en matière de formation. Je crois que la capacité à identifier les besoins de formation des entreprises et des salariés va être fortement augmentée avec les nouvelles technologies, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un élément qui est vraiment important parce qu'on va pouvoir faire un meilleur ciblage des besoins, des capacités également. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de programmes en ce moment en Europe sur le développement de ces nouvelles technologies de formation, de ciblage qui sont en route. Donc je suis relativement optimiste. Sur la formation initiale, il y a encore beaucoup de travail à faire dans certains pays, notamment la France. Je pense c'est une des réformes vraiment extrêmement importantes pour notre pays, la réforme de l'école. Le fait qu'on réduise non seulement le taux d'échec, la France a fait des progrès dans ce domaine, mais aussi qu'on augmente le niveau de compétences en lecture, en mathématiques, en sciences. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, si on prend PISA, en sciences et en lecture, sont nettement au-dessus de la France. On critique énormément le système éducatif américain et on se dit que les enfants ne font pas grand-chose à l'école, mais quand on leur demande de lire un texte et d'expliquer ce qu'ils ont compris, ils ont compris. Et lorsqu'on leur demande d'utiliser les méthodes mathématiques pour résoudre un problème, ils savent les résoudre. Les nôtres, pour simplifier, savent faire extrêmement bien les opérations, mais moins bien utiliser ce qu'ils maîtrisent en termes techniques pour résoudre des problèmes. C'est ce qu'on voit en fait dans PISA. C'est une des raisons pour lesquelles dans PISA, on est aussi moins bon. Donc je crois que c'est un des gros enjeux dans beaucoup de pays européens, c'est de faire vraiment monter en compétence l'école pour tout le monde, et non pas uniquement pour 10 ou 20% de la population des jeunes de manière très élitiste, pour tout le monde. Merci. Patrick, à toi de terminer sur aussi un signe d'espoir, comme quoi on va avancer, on va pouvoir commencer ou continuer à résorber ces faiblesses en Europe. Un signe. Faut parler du géopolitique. Je pense que pour l'Europe, probablement l'élection de Donald Trump serait une chance. Puisque l'Europe prendrait, avec la haine de Donald Trump pour tout ce qui est énergie renouvelable, l'Europe prendrait le leadership incontesté, comme le disait Dorothée, dans un certain nombre de technologies pour l'énergie renouvelable, par exemple dans l'hydrogène vert, etc. Et on sait que Trump veut rebasculer toutes les aides publiques aux États-Unis, ce qui est connu sous le nom d'Inflation Reduction Act, sur des aides publiques aux énergies fossiles. Et donc, finalement, l'élection de Donald Trump serait très difficile pour l'Europe, mais ça ferait la prise de conscience d'abord de ce que l'Europe doit avoir une indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, et ensuite de ce que l'Europe peut devenir le leader mondial dans la transition énergétique et les technologies pour la transition énergétique.
Et donc, c'est une raison de ne pas trop craindre l'élection de Donald Trump. Donc beaucoup de faiblesses identifiées en Europe, sur un registre très varié, mais aussi quelques signes d'espoir, dont un signe en forme de paradoxe. Merci à Dorothée, merci Patrick, merci Stéphane. Merci à vous pour votre participation à cette session.